Ladies and gentlemen, right now. Merci en tout cas beaucoup. Donc Caroline, qui est la cofondatrice et CEO d'Ignition Programme, et Jérôme Laroche, qui est, je vais le dire en anglais, Human Resources and Business Manager chez General Mills. Donc il vous parlera un petit peu, qui est un groupe que peut-être le nom ne vous parle pas, mais je pense que beaucoup de ces produits vous parleront. Donc merci beaucoup d'être là ce soir. Peut-être pour commencer la discussion, je pense que ce serait intéressant que vous présentiez, que vous nous expliquiez un petit peu. Peut-être on va commencer par toi, Caroline. Donc qui tu es et c'est quoi Ignition Programme, et concrètement pourquoi finalement l'engagement c'est un sujet que tu considères comme critique dans ton organisation. Ça marche? Ouais. Déjà, merci pour l'invitation, c'est chouette. Je trouve que c'est un sujet effectivement important. Et alors moi, j'ai fondé Ignition il y a 6 ans. Avant ça, j'ai fait une dizaine d'années de conseil. Et dans cette dizaine d'années de conseil, je pense que ce qui m'a le plus marqué, ce qui a généré la création d'Ignition, c'est le fait que, effectivement, quand on est dans un job, alors le conseil, on change souvent de mission. Donc je voyais très bien comment, quand on n'est pas sur le bon job pour soi, ça crée non seulement du désengagement, mais ça crée de l'inertie, ça crée de la perte d'énergie, et ça crée même de la perte d'intelligence. Et je trouvais que gâcher comme ça des carrières ou des morceaux de carrière, même si c'est que pour 6 mois, me paraissait être un gâchis total. Alors qu'à l'inverse, sur une bonne mission, pour soi, ce qui n'est pas la même chose que... Enfin, il n'y a pas des missions qui sont universelles, mais être sur un bon job pour soi, c'est tout de suite la possibilité de progresser dans son... non seulement dans sa carrière, mais dans sa vie, quoi. C'est nourrissant. Donc, partant de ce constat, je me suis dit, en fait, je ne veux pas participer à un modèle où de temps en temps on envoie des gens sur des trucs où ils en sortent complètement anesthésiés. Donc, j'avais très envie de créer une entreprise dans laquelle, au moins, mon équipe, j'essaye de faire en sorte qu'ils soient sur des jobs où il y a de l'énergie. Donc, cette question de l'engagement, je l'ai depuis le début. Et finalement, la boîte que j'ai montée, elle tourne tout autour d'être à la bonne place et de se construire sur un job qui nourrit, fait grandir, donne l'impression de progresser dans la vie. Voilà. Et donc ce qui est le cœur du projet, c'est ce que j'ai essayé d'appliquer à l'équipe, et qu'après on essaie. Donc on teste beaucoup de choses chez nous, et puis après on essaie de déployer ce qui fonctionne chez nous et dans les benches qu'on fait. Donc notre boîte, elle fait aujourd'hui du recrutement dans l'univers des entreprises en très forte croissance, mais elle fait aussi de la formation, du conseil sur l'orga, tout ce qui va avoir. On essaye d'avoir un service qui essaye de prendre de bout en bout tout ce qui a trait justement à l'engagement et à la gestion des gens dans l'entreprise. Alors pourquoi l'engagement c'est important? Du coup parce que c'est un peu central dans notre métier, et puis parce que c'est central dans la raison d'exister même d'Ignition. Et aujourd'hui on a de cesse de se questionner sur ce sujet, qui en plus est assez enthousiasmant. Merci pour ce petit portrait. Du coup, Jérôme, je te passe la parole pour aussi nous expliquer un peu. Donc toi, tu as travaillé depuis le début, j'allais dire, dans les ressources humaines, et du coup, naturellement, j'imagine que ce sujet était un peu au cœur de tes réflexions. Complètement. Alors déjà, bonjour, donc Jérôme Laroche, je suis ravi d'être ici. Peut-être pour me présenter en 2 mots, et ensuite je reprendrai le point de l'engagement. Donc en fait, je suis Human Resources Business Partner, Manager, on mettra bien le nom qu'on veut. J'ai plus précisément au sein de General Mills, et je vais revenir sur General Mills, une double casquette. Je suis HRBP, autrement dit partenaire RH pour un certain nombre de populations dans une entreprise. J'ai la chance de travailler avec plein de populations, avec le marketing, la finance, avec la supply chain, etc. etc. Et je suis également directeur environnement de travail, donc je gère des thématiques qui sont relatives à la santé, la sécurité, le bien-être au travail, etc. L'engagement, en fait, il est central dans tout type de société, y compris dans les grands groupes, et y compris quand on travaille en RH. Aujourd'hui, l'engagement, ça fait partie de la matière sur laquelle on a un impact, ou en tout cas on essaye d'avoir un impact assez fort. En RH, on a tendance à dire, en tout cas chez General Mills, qu'on a 4 domaines sur lesquels on doit être prépondérant en tant que business partner, en tant que ressources humaines.
C'est la culture, c'est l'organisation, c'est nos systèmes et nos outils RH, et c'est l'engagement. Donc clairement, ça fait partie de nos objectifs, mais nos objectifs individuels, mais de nos objectifs en tant qu'entité RH et de la valeur ajoutée qu'on doit amener à l'organisation. Alors ça ne veut pas dire que l'engagement est un sujet RH, et je pense qu'on y reviendra après, bien au contraire, mais c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre mission. Et du coup, General Mills. Et pardon, du coup, General Mills. Alors General Mills, c'est une entreprise agroalimentaire, c'est un des géants du secteur au niveau mondial de l'agro. Si vous ne nous connaissez pas, si General Mills ne vous parle pas, j'espère que, et là je vais m'adresser aux consommateurs, j'espère que nos marques et nos produits vous parleront. En fait, General Mills, c'est Yoplait, c'est Häagen-Dazs, c'est Géant Vert, c'est Nature Valley. Ouais. C'est parent para, enfin c'est différentes marques en tout cas en France. C'est un des leaders donc de l'agro. C'est une entreprise américaine avec une culture américaine assez forte, très orientée performance, très orientée business, avec des valeurs qui sont fortes, avec une envie de changement. Il faut comprendre que le secteur de l'agroalimentaire depuis quelques années, et notamment pour les grandes entreprises, est hyper chahuté. Donc c'est compliqué et on a vraiment la volonté en tant qu'entreprise, et le groupe a la volonté vraiment de changer, de travailler différemment, d'avoir une approche très test and learn et de tester plein de trucs. Et General Mills, en 2 mots, en France, et après j'arrête le côté réclame, c'est un groupe américain mais qui a une empreinte sur le territoire français extrêmement forte, parce qu'on a notre siège social à Boulogne-Billancourt, on a 5 usines, 5 entités de production qui sont réparties sur toute la France, on a un centre de R&D mondial, on a des plateformes logistiques, bref, on est une entreprise qui est hyper implantée dans le tissu industriel et social français. D'accord. Je pense que c'est plus clair pour tout le monde. Et du coup, je me permets de rebondir parce que quand on discutait un petit peu en amont de la table ronde, tu disais qu'il y avait eu un contexte un peu spécial justement on va dire de réorganisation de l'entité. Et c'est dans ce contexte-là que vous avez beaucoup innové sur justement les leviers de l'engagement. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Comme beaucoup d'entreprises, les contours d'une entreprise en ce moment, en règle générale, sont assez mouvants. Et ça a été le cas pour le groupe General Mills. En fait, General Mills a acquis un groupe qui s'appelait Yoplait, qui s'appelle toujours Yoplait. Il y a de ça quelques années. Les 2 entreprises ont vécu pendant quelques temps côte à côte. Et puis en 2015, on s'est assis, on était plusieurs autour d'une table. Et on s'est dit, est-ce qu'il y a un bénéfice à mettre ces 2 entités en une seule ? Et notamment vis-à-vis de nos clients, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand bénéfice. Et donc on a intégré une structure, Yoplait, au sein d'une autre entité, General Mills. Et ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'on a fait plein de changements, changements d'organisation, changements managériaux, restructuration. Qui dit restructuration, et je suis désolé, je vais commencer par les gros mots RH, mais dit PSE aussi. Et bref, en fait, tout le monde, à un moment donné, a vécu un changement. C'est-à-dire que toute personne avait changé de lieu de travail, de chaise, de collègues, de chef, d'entreprise, de marque, bref, tout le monde, à un moment donné, a changé. Et suite à ça, en fait, cette période de changement a apporté une vraie période de désenchantement, ou en tout cas, ça a été compliqué. On était vraiment en recherche de trouver les moyens pour faire repartir la machine. On avait 2 belles machines à l'époque, une machine Yoplait, une machine General Mills, et on s'est retrouvé avec un gros paquebot qui s'appelait plus que General Mills, et avec la question de comment on fait pour le booster. Donc, je ne sais pas si je rentre maintenant dans les différents détails. Je pense que ça peut être... Je continue, je suis sur ma lancée. En fait, on a attaqué ça, on a mis l'équipe managériale et les équipes RH vraiment en première ligne et au front, et on a commencé à attaquer ça par la partie système manager, c'est-à-dire qu'on s'est réunis, les cultures étaient différentes, hein. On avait une culture française d'un côté, une culture américaine de l'autre, hyper centralisée d'un côté, hyper décentralisée de l'autre, hyper agile d'un côté, un peu plus administratif de l'autre, bref, j'arrête les différences, mais grosso modo, il y avait un truc qui nous réunissait, c'était nos collaborateurs, l'amour qu'ils avaient pour les marques, pour les produits. Il faut savoir que chez General Mills, on passe son temps à manger. C'est une de nos grandes spécificités, mais on adore la nourriture. Et ça, c'était un vrai point commun et saillant. Et du coup, on s'est réunis tous ensemble et on a commencé par définir des premiers éléments qui sont hyper importants. C'est nos systèmes managériaux, c'est notre culture, c'est notre vision, c'est vers quoi on veut tendre, c'est quel est le rôle d'un manager, à quoi ça sert un manager. Et on n'avait pas les mêmes définitions. Donc on a commencé à bosser sur tout ça. Du coup, juste, je me permets de t'interrompre. Là, quand tu dis on a commencé à bosser sur tout ça, c'était
qui a travaillé sur ce sujet? Donc c'était plutôt l'équipe RH à ce moment-là? Oui, c'est le comité de direction, le COMEX, et surtout l'équipe RH, où on a été vraiment en première ligne sur ces différents éléments. Je continue. Et en fait, tout ça a commencé à porter ses fruits, on a vraiment pu avancer, mais on se rendait compte encore qu'il y avait une espèce de chape de plomb au-dessus de l'organisation. Et en fait, quand on vit ce type de changement, et vous allez voir, on s'est pas mal renseigné, mais quand on vit ce type de changement, il y a un réflexe un peu humain qui est le réflexe de se rétracter. C'est-à-dire, étant donné qu'on vit un changement, on va pas prendre de risques, ou c'est peut-être pas le bon moment. On va vraiment rester focusé sur soi, sur son job, sur ce qu'on doit faire. Alors, déjà que parfois c'est pas clair, donc en plus on va essayer d'aller là-dedans, et on va moins aller dans le collaboratif, on va moins aller dans l'envie d'aller développer les choses, plus que ça. Et vraiment, on a pris la décision d'essayer justement de rallumer un peu cette flamme, de rallumer la flamme de l'engagement, la flamme de la créativité, de rallumer tous ces éléments. Alors on n'avait pas prétention à savoir comment faire, donc le premier truc qu'on a fait, c'est d'aller voir ailleurs ce qui s'y passait et d'aller faire un peu le tour de ce qu'on pouvait trouver sur le marché, ce que d'autres entreprises avaient vécu. On n'était pas les premiers à vivre l'intégration, et je pense qu'on ne sera pas les derniers, et voir comment tout ça avait pu être géré. Donc on s'est fait conseiller, et petit à petit, on a ciblé vraiment l'engagement comme étant quelque chose d'essentiel dans cette démarche, et on a ciblé ça au travers de quelque chose qui à l'époque était plutôt novateur. C'est que au bout du bout, et je vous passe toutes les étapes parce que je crois qu'il y a quand même une heure de fin, mais au bout du bout, on a mis en place une démarche collaborative qui est basée sur la base de hackathon. C'est-à-dire qu'on a proposé à des collaborateurs volontaires de venir travailler une journée enfermée sur l'engagement, soit collectif, soit individuel. D'accord. Et donc là, c'était des collaborateurs potentiellement de différentes entités qui décidaient volontairement de participer. Et qu'est-ce qui s'est passé un peu derrière? Il y a un peu ce côté, comment tu fais pour que ce qui peut sortir d'un hackathon ne soit pas lettre morte, et comment derrière tu arrives à le décliner, à faire quelque chose qui vive et qui ait un vrai impact? Alors déjà, c'était des collaborateurs volontaires, et ça c'est un des premiers gros enseignements. Je suis désolé, je crois que je grésille. Un des premiers enseignements, c'est que l'engagement, en fait, il se décrète pas. C'est-à-dire qu'on peut pas dire à quelqu'un, toi, demain, il faut que tu sois super engagé, allez, vas-y. L'engagement, il se vit, il se définit. Et donc, on est vraiment parti sur la base du volontariat. Donc ça, c'est un des premiers éléments. Et du coup, on avait des personnes réellement engagées à faire changer et à faire avancer les choses dans une même salle. Et ensuite, j'ai eu la chance de faire partie des personnes qui ont organisé ça. J'ai eu la malchance, du coup, de ne pas participer au hackathon, mais de les voir de très près. Et c'était juste dingue. Enfin, il y avait une énergie de fou dans la salle. On a fait 3 hackathons. Il faut savoir que les résultats de ces 3 hackathons, c'est-à-dire de 3 groupes qui ont planché toute une journée sur la thématique de l'engagement, c'est 80 idées qui ont fusé. Et 80 idées, c'est énorme. Et sur ces 80 idées, en fait, on a eu tout un processus de sélection qui s'est fait au travers d'un certain nombre de pitchs pour essayer d'en retenir certains, et surtout d'aller au bout des initiatives qu'on retenait. Pour aller au bout, on a essayé de définir donc bien ces initiatives, et puis surtout on a défini des groupes projets, des collaborateurs qui étaient engagés dans ces pitchs-là, dans ces idées, qui étaient engagés pour les transformer en initiatives, et ensuite pour les transformer en projets, et ensuite pour les réaliser. Donc au bout du bout, on a lancé 6 initiatives, et sur les 6 initiatives, tout ça c'était il y a à peu près 2 ans, 3 ans, sur les 6 initiatives, elles ont toutes vécu. À aujourd'hui, le constat, c'est que sur les 6, il y en a 5 qui ont été réellement lancés. Sur les 5, il y en a 3 qui marchent encore aujourd'hui et qui, je pense, apportent une vraie valeur à l'entreprise, à différents niveaux. Et il y en a 2 autres qui, objectivement, vivotent et qui mériteraient d'être relancés à aujourd'hui, mais qui ont vraiment apporté quelque chose. D'accord. Et peut-être avant de redonner la parole à Caroline, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret d'une qui, justement, a vraiment eu un impact, selon toi ? Et qui continue encore? Il y en a plusieurs. Alors là, il faut que je fasse attention parce qu'il y a plusieurs anciens qui ont participé au hackathon dans la salle, donc il faut que je choisisse bien la bonne. Je vais en citer 2, si je me permets. Je m'évite des problèmes pour demain. La première, c'est une initiative qui s'appelle Mythique. Je dis qui s'appelle parce qu'elle existe toujours et elle existe hyper bien. Et en fait, c'est la création d'une communauté de managers. Et l'idée, c'est comment créer cette communauté de managers, comment les animer, comment faire en sorte qu'ils se rencontrent, d'où le Mythique. Et comment les animer sur un certain nombre de thématiques, les faire échanger, etc. Et les faire grandir aussi collectivement, parce qu'il y a une espèce de puissance collective qui peut être dingue.
Donc ça, c'est une première initiative. Une deuxième initiative, c'est Pitch My Comex. C'est comment faire en sorte que tout collaborateur qui, dans l'entreprise, a une idée. Et quelle que soit l'idée, qu'elle porte sur l'organisation, qu'elle porte sur le fait de... Alors, on avait un exemple, mais sur le fait de mettre une piscine à boules dans une des salles parce que c'est fun et que ça peut faire reposer les collaborateurs. Quelle que soit l'idée, qu'au travers d'un processus, il y ait la capacité à aller pitcher in fine cette idée au COMEX. Et si on arrive à convaincre le COMEX, que le COMEX alloue un budget, des ressources, et que les personnes qui ont pitché cette idée aillent au bout. Et on a quelques belles histoires comme ça. C'est 2 exemples d'initiatives et qui marchent encore aujourd'hui. D'accord, merci. Du coup, ça me fait penser à la discussion qu'on a eue, Caroline, aussi, avant la table ronde. Toi, l'histoire est un petit peu différente parce que tu as fondé de zéro, tu es parti de zéro, et dès le début, tu as voulu donner une culture assez spéciale qui favorise justement l'engagement. Et un des éléments que tu m'expliquais, c'était cette capacité à pouvoir porter des projets, justement, des projets, et de pouvoir les mener à bout, d'avoir cette espèce de vrai ownership que tu puisses donner. Donc, toi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que vous avez mis en place finalement chez Ignition qui permet de favoriser un engagement maximal des collaborateurs? Ouais, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a un parallèle. Ce besoin que les gens peuvent avoir de pouvoir porter leur idée auprès d'un COMEX, c'est pas juste pour être entendu. D'abord, il y a un besoin d'être entendu. Ensuite, il y a un besoin de pouvoir libérer sa créativité parce que ça sert à quelque chose. Si j'ai une idée et que je la garde pour moi, en fait, ça donne un sentiment d'être très seul au monde quand même. Et en plus, il y a l'idée que si on peut la porter devant un COMEX, ça veut dire que peut-être il va se passer quelque chose derrière, et du coup, j'aurais été à l'initiative de quelque chose qui vit après moi. Peut-être un sentiment d'immortalité, génial. Non, mais nous, ce qu'on a fait, repose sur les mêmes drivers, c'est-à-dire qu'en fait, il y a ce besoin de se sentir responsable et de se sentir acteur et de sentir qu'on a de l'impact et de sentir que ce à quoi on pense, qu'on n'est pas des machines, qu'on n'est pas là pour dérouler une espèce de fiche de poste qui serait déjà préparée 5 ans à l'avance, et qu'en fait le programme serait déjà écrit et qu'on serait une machine qui déroulerait un programme, mais qu'on peut participer et apporter sa patte et ce qui nous anime et ce qui est humain en nous dans un projet d'entreprise, dans un projet de groupe. Et donc nous, la manière dont ça a existé, ce truc-là, c'est en fait, on a un principe qu'on appelle la subsidiarité. Alors, certains parlent aujourd'hui d'entreprises libérées, d'entreprises opales, etc. Toutes ces mouvances ont chacune leur manière d'exister. Elles sont toutes très, en test, en bêta-test. Donc, je ne peux pas dire qu'on n'aime pas se dire d'une école de pensée, mais néanmoins, le principe de subsidiarité, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'idée, c'est que derrière ça, on va donner un maximum de responsabilité à chacun et qu'on va travailler sur la liberté de chacun d'agir en fonction de ce qu'il peut porter dans l'entreprise. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on essaye d'établir des périmètres dans lesquels les gens sont très très libres d'agir. Donc s'ils ont une idée, il ne s'agit même pas de la porter devant un éventuel COMEX, il faut dire qu'on n'est que 50, donc ce n'est pas non plus le même enjeu, mais il s'agit de la mettre en œuvre si les impacts sont mesurables, et gérables par mois. Donc en fonction de ma date d'arrivée et de ma connaissance de l'écosystème et de l'entreprise, je vais avoir un périmètre de totale liberté qui est plus ou moins large, mais le principe de base, c'est qu'on essaye toujours d'amener les plus récemment arrivés, peut-être les moins armés, à avoir le plus de responsabilités possible. Puis après, on remonte, on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on remonte ce qui ne peut pas être géré par la base. Et donc, le principe, c'est que ça doit marcher pour tout, quoi. C'est celui qui est proche du terrain qui sait ce qui doit être fait. Alors, ça génère de temps en temps il y a peut-être des couacs, il y a peut-être des difficultés de communication. Ça demande énormément de communication parce que le problème d'une décision, c'est qu'elle doit être éclairée. Pour qu'elle soit éclairée, il faut qu'il y ait de la communication. Donc, comment on fait pour communiquer entre tous pour que chacun puisse prendre les bonnes décisions? Mais à la fin, sur le thème de l'engagement, alors je ne vais pas rentrer dans une discussion
sur les principes de comment ça fonctionne une entreprise comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, quand on donne de la responsabilité et de la liberté aux gens, il y a un engagement énorme parce que ça leur redonne ça redonne du sens à leur individualité, à leur humanité. Ça remet tout ça au centre et ils ne sont plus des machines, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on évoquait en atelier tout à l'heure, parce que une des causes du désengagement qui était évoquée par les personnes présentes, c'était effectivement ce manque de responsabilisation ou l'incapacité à pouvoir prendre des décisions à son niveau. Et quand on commençait à se dire, du coup, comment est-ce qu'on essaie de favoriser la responsabilisation, notamment dans les plus grandes structures, l'inquiétude qu'il y avait, c'était comment est-ce que culturellement, tu accompagnes aussi des gens qui n'ont jamais eu l'habitude de le faire à pouvoir le faire, à avoir une liberté de penser sur ça et à savoir quel est mon champ, quelle est ma limite finalement. Comment est-ce que tu t'assures que tu es des garde-fous? C'était un petit peu l'inquiétude, c'était de se dire comment est-ce que tu t'assures que tu prends une décision, tu es un peu nouveau, mais que ta décision soit quand même bonne pour l'entreprise, bonne pour ton entité. Alors le champ d'application, en tout cas pour nous qui sommes une entreprise qui croît vite et qui donc change de terrain de jeu quasiment tout le temps, on ne peut pas le définir à l'avance. On ne peut pas dire, écoute, de là à là, tu fais ce que tu veux, puis après, en dehors de ça, s'il te plaît, tu touches pas trop. Puis en plus, ce ne serait pas l'esprit. L'esprit, c'est vraiment de leur dire, en fait, tant que tu sens que c'est OK, t'y vas, mais on te demande d'avoir la clairvoyance de poser les bonnes questions. Et le principe de la subsidiarité, c'est la consultation d'avis. C'est-à-dire que tu es responsable, tu as un certain nombre de responsabilités qui, elles, sont dans ta fiche de poste, qui sont des responsabilités d'objectifs. Sur ce périmètre de responsabilité d'objectifs, tu peux prendre les décisions que tu veux, pour autant que tu aies consulté. Parce que les décisions que je veux, ça pourrait être, du coup, je viens d'arriver, mais j'ai envie de recruter. Ouais, mais alors, s'il te plaît, consulte la personne qui fait le budget avant de nous foutre dans la merde. Bon, mais une fois que tu as consulté, par contre, il y a un principe hyper important qui est je consulte et je prends ma décision sur mon périmètre. Pour aller à mon objectif, je prends ma décision. Et si ma décision va à l'encontre de tous les avis que j'ai eus, ma responsabilité. Après, il faut l'assumer. C'est-à-dire que s'il y a 4, 5, 6 personnes qui m'ont dit A et que moi je fais B, peut-être que si ça ne marche pas, il va falloir que j'explique pourquoi vraiment j'ai tenu à faire B, quoi. Mais ça marche très très bien, ce système de consultation d'avis. Et après, rôle au manager aussi, parce que chez nous, on a maintenu, alors on a ce non-manager qui nous pose toujours question, mais en fait, nous, le manager, c'est un genre de premier de cordée, c'est-à-dire c'est celui qui a un peu plus l'habitude et qui a peut-être un peu plus les clés de dire « Ah, pour cette question-là, peut-être demande à un tel ». Ça veut pas dire, c'est pas celui qui dit top-down, fais ceci et fais cela, c'est celui qui dit moi je pense que pour ta progression, tu pourrais aller dans cette direction. Moi je pense que, enfin, c'est celui qui est le plus consulté en fait. Et donc il y a ce rôle d'aider à une bonne consultation d'avis pour des bonnes décisions. Après, dans ta question, il y avait un autre élément qui me paraissait important, c'est comment on instaure cette culture-là. Ça par contre, je crois que c'est beaucoup par l'exemple. Malgré tout, c'est les plus anciens, c'est les plus expérimentés de l'entreprise qui doivent montrer qu'ils font confiance, qu'ils acceptent qu'il y ait un droit à l'erreur, que même eux consultent et puis parfois se plantent. Et en fait, ça fait partie du truc, que du coup, ils font appel à la consultation, ils ne font pas du directif sans essayer de prendre une décision éclairée avec les données du terrain, etc. Donc il y a un état d'esprit qui est vraiment important là-dedans. Et moi, je me sens une vraie responsabilité de montrer que chaque jour, je consulte, que si certaines personnes ont pris des initiatives, je ne vais pas commencer à dire mais tant qu'est-ce que t'as foutu, mais je vais juste demander ok, qu'est-ce qui t'a permis de prendre cette décision pour que peut-être, si ça a planté, qu'est-ce qu'on met en place demain pour qu'on ne la refasse pas, pour qu'on ne fasse pas la connerie. Mais c'est ça mon rôle. Mon rôle, c'est certainement pas de taper sur les doigts ou de dire la feuille de route, c'était pas ça, quoi. Hyper intéressant. Et effectivement, il y en a qui s'y font pas à ce modèle-là. Ouais. Et du coup, c'est quoi dans ces cas-là? C'est vous séparer. Alors là, je parle de théorie, mais dans la théorie des entreprises dites libérées, opales, holacratiques, il paraît que quand on switch d'un modèle à l'autre, ce qui n'a pas été notre cas, hein, il y a un risque que 30% des gens ne s'y fassent pas. C'est énorme, 30%, mais en même temps,
les modèles qui basculent ont derrière un engagement et une efficacité qui est redoutable. C'est-à-dire que les études qui ont été faites sur ces entreprises-là, vraiment les bénéfices sont formidables. Et moi qui le vis dans mon entreprise depuis 6 ans, et on a une très belle croissance, et on a une belle rentabilité, j'ai l'impression que ça vient de là aussi. Donc cet engagement, il a de la valeur, il envoie quelque chose derrière qui est, pour moi, honnêtement, c'est juste un plaisir de travailler dans ces conditions et je ne le ferai pas autrement. Mais en plus, ça marche. Après, les gens qui n'ont pas envie de bosser dans ces conditions-là, moi je comprends très bien, c'est pas obligatoire. Enfin, on peut avoir envie d'autres modèles d'entreprise et puis c'est beaucoup de responsabilités, c'est du coup beaucoup de trouille de se planter aussi. Donc, parfois c'est plus reposant de pouvoir laisser la décision à la hiérarchie et c'est ok quoi. Enfin, mais moi je préfère ce modèle-là, il me met les poils tous les matins alors que l'autre non. Et peut-être pour rebondir, est-ce que côté General Mills, est-ce que c'est une réflexion qui a eu lieu aussi dans le cadre de voilà, toute cette réflexion sur l'engagement, on se réorganise, finalement vous fusionnez avec un groupe américain ou je sais pas, enfin il y a un rachat, je sais pas l'origine exacte, qui a une culture très différente, plus décentralisée comme tu le présentais. Est-ce que c'est des choses qui ont été aussi évoquées sur un peu la transformation comment est-ce qu'on change un peu les rôles de responsabilité, comment est-ce qu'on arrive à décentraliser un peu le pouvoir un petit peu plus, distribuer, décentraliser, je sais pas quel est le bon terme. Un grand groupe va forcément avoir des spécificités et peut pas avoir forcément tout type de mode de fonctionnement. Je pense qu'il y a un certain nombre de points dans cette optique qui sont hyper intéressants et moi je vais rebondir sur surtout le point de la responsabilisation. Encore une fois, je pense que l'engagement il se vit, il se décrète pas et un des éléments c'est de faire en sorte que tout à chacun puisse se sentir responsabilisé, puisse apporter son idée, puisse apporter sa contribution, etc. Donc on a plus œuvré, je pense, dans cette optique-là. En fait, on a œuvré, encore une fois, en deux bandes, en deux coups. Les rôles et responsabilités, ça nous parle vachement, et notamment d'un point de vue RH, où on passe beaucoup de temps à essayer de définir ça pour créer des situations qui soient clairement définies pour l'ensemble des collaborateurs, des interactions qui soient définies et qui soient confortables pour chacun. Et rien que ça, c'est tout un programme. Et ensuite, il y a la capacité aussi à sortir de son rôle et à proposer quelque chose de nouveau. Quand on travaille dans un groupe beaucoup plus structuré, on a parfois tendance à rester dans son petit cadre ou grand cadre, ça dépend de là où on est situé, mais toujours est-il que nous, notre démarche et globalement la démarche continue qu'on a sur l'engagement est aussi d'essayer de proposer à un certain nombre de personnes de sortir de leur cadre et d'aller sur des domaines qui sont inexplorés ou en tout cas qui ne correspondent pas à leurs attributions, à leur définition de fonction stricto sensus et d'aller travailler sur des éléments qui sont tout autres. Et encore une fois, des exemples comme ça, on en a pas mal. Les personnes qui ont mené les initiatives sur le hackathon, c'est typiquement ça, c'est des personnes qui, grosso modo, la journée faisaient leur job tel qu'il était défini et le midi, le soir, la nuit pour certains, allaient bosser sur leurs initiatives qui n'avaient strictement rien à voir avec leur cœur de métier. Donc on est plus sur comment aller chercher le potentiel dépassement de fonction, comment aller chercher un niveau de responsabilité un peu différent et du coup comment aller chercher un niveau d'engagement un peu différent. D'accord. Et est-ce qu'il y a aussi eu tout un travail qui a été fait sur... parce que je recontextualise, mais souvent, ce qui est beaucoup dans la presse, je trouve, ces derniers temps, c'est les gens sont désengagés, les gens n'ont... Il y a une perte du sens aussi, de pourquoi est-ce qu'on fait les choses. On l'a pas mal évoqué tout à l'heure, les gens ne savent plus pourquoi, et on voit l'émergence des entreprises à mission, tout ce travail un peu de co-construction d'une vision. Est-ce que c'est pour vous quelque chose qui est important, chacun dans vos entreprises, et comment est-ce que vous faites pour vous assurer que les gens, justement, ils aient en permanence... ils sont en permanence conscients de pourquoi est-ce qu'ils sont là, pourquoi est-ce qu'ils sont dans la bonne boîte ou pas, parce que c'est ce sentiment d'être dans la bonne entreprise au final. Ouais, moi j'ai envie de rebondir parce que tu disais on est grand groupe, du coup ça peut pas. Il y a des groupes qui fonctionnent aussi avec ce modèle-là, hein. Mais en fait ce qui me paraît intéressant, c'est que quelle que soit la taille ou le test qu'on fait, parce que c'est sûr qu'à une échelle de 50 000 personnes, on ne fait pas le même test qu'à une échelle de 50 personnes. Ce qui me paraît intéressant dans ce qu'on se dit sur le mode de responsabilisation ou de subsidiarité, ou comment on remet du sens, c'est comment on remet l'humanité et l'identité de chacun et ce qui fait qu'on est soi, et donc ça n'a rien à voir avec son poste, parce qu'on n'est pas des fiches de poste,
on est des gens qui avons des envies, des idées, des émotions, et il y a des choses qui nous animent. Et donc dans ton hackathon, les gens soudainement sont animés par un truc qui les booste le matin, le soir, dès l'heure du déjeuner, la nuit. Moi, c'est ce que je vois dans mon entreprise, c'est que en laissant la liberté de s'exprimer, cette part de soi qui est très personnelle, qui est ce truc-là, ça me booste. En fait, on n'a pas 100% du temps, parce qu'en fait, on est aussi, on a une énergie qui fait aussi parfois comme ça, mais on a souvent des très forts regains d'énergie et des très forts regains d'engagement autour de trucs qui sont intimement vécus par les collaborateurs. Donc, soudainement, il y a un projet qui peut être complètement cœur business ou qui peut être un peu à côté, qui soudainement crée une énergie, un engagement, une envie, et ça réveille. Et même moi, en tant que dirigeante, alors que je suis censée être un peu focus sur des choses bien core business, parce que bon, je peux pas aller m'amuser à faire. Ben, en fait, si, parce qu'en fait, tout ce que je vais faire qui m'anime va être bon pour la boîte, va être bon pour les autres, et va donner justement l'exemple de va chercher ce qui chez toi t'anime, tu auras beaucoup plus d'énergie, et on a du coup une entreprise qui se donne beaucoup plus à fond. Alors après, mon rôle à moi, de coordonner tout ça pour que ça parte pas trop dans tous les sens, mais si on arrive à bien comprendre ce qui anime les gens et à rebondir sur les projets de chacun, on arrive à en faire un truc qui à la fin des potes, quoi. Du coup, je me permets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive aussi à leur amener quelque chose de supplémentaire. Et je vais prendre un exemple tout bête et tout simple, mais nous, tous les collaborateurs qui ont participé au hackathon, aux initiatives, etc., ils se sont auto-formés à la gestion de projet. Et ça a été un truc de dingue. Ils ont vraiment travaillé sur les différentes phases de leur projet, sur comment le mettre en œuvre. Certains ont dû aller farfouiller dans les quatre coins de l'entreprise, aller voir la direction informatique pour trouver des solutions potentielles pour déployer des outils, alors qu'ils n'avaient jamais franchi les portes de la direction informatique, etc., etc. Donc il y a vraiment cette logique de sortir un peu de son cadre, mais qui en plus peut être extrêmement bénéfique dans ses missions au final, au quotidien et de tous les jours. Donc tout ça communique vachement à la fin. Pour les enrichir et effectivement apprendre des choses. Après, j'avais une autre question que je me posais, c'est est-ce que selon vous, il y a un moment, parce que là on parle de là par exemple, vous vivez un moment spécifique, il faut accompagner les différentes personnes, mais est-ce qu'il y a un moment qui est selon vous plus structurant, dans lequel il faut vraiment être hyper, l'entreprise doit vraiment mettre en place un certain nombre de dispositifs, de choses en place pour accompagner finalement le collaborateur et qu'il se sente bien, qu'il prenne un peu ses marques, est-ce qu'il y a des moments propices, des moments à pas louper, des choses un petit peu que vous identifiez? Comme dans toute relation, il y a des moments critiques. Hein. Donc entre l'entreprise et son collaborateur, il y a des moments critiques. Donc quand il arrive, c'est même la rencontre, le moment d'attente de on s'est dit oui, mais on n'est pas encore commencé. Et après, il y a le moment de on démarre. Et toute cette période-là, jusqu'à on peut se dire jusqu'à la fin de la période d'essai, parce que c'est vrai que c'est un moment qui soulage un peu, mais en fait c'est jusqu'à le moment où le manager et la recrue, enfin l'équipe et la recrue se font confiance. Est-ce que c'est la fin de période d'essai? Est-ce que c'est pas ça? Ça peut être un autre moment. Mais entre le moment où on se rencontre et le moment où on se fait confiance, il y a un moment critique sur comment on génère de l'engagement, comment on travaille cette confiance justement. Parce que de cette confiance en soi, en l'autre, naît aussi l'engagement, je crois. C'est-à-dire qu'il y a une... C'est par la confiance en l'autre qu'on va pouvoir le laisser s'exprimer sur ses envies de projet, sur sa manière de prendre le job. Et pour avoir cette confiance, il y a plein de choses qui rentrent en jeu. Il y a le fait de bien se comprendre sur les attentes, d'avoir des petites victoires dès le début, puis après des plus grosses victoires. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il y a la reconnaissance de ces petites victoires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'engagement sans reconnaissance. Moi, je crois que quand on travaille, on rentre dans un système social dans lequel on va donner de l'énergie, de la sueur, de l'engagement, et puis peut-être un peu de stress, et puis enfin tout un tas de choses de soi, en échange d'autres choses. Et cette autre chose,
faut arrêter de penser que c'est juste le salaire. Donc, il y a une partie rémunération parce que Maslow a bien expliqué comment ça fonctionnait. Puis il y a une partie statut social parce que et dans ce statut social, il y a la reconnaissance qu'on me donne. Et la reconnaissance, elle peut passer par des titres, mais elle peut passer par quand je suis au début de mon job, est-ce qu'on me donne la reconnaissance qu'il faut. Il y a l'apprentissage, et ça aussi au début du job, c'est important, qu'est-ce que j'y gagne. Enfin, bon, il y a plein de choses, mais ça c'est un autre sujet. Donc dans les moments clés, ce moment-là me paraît vraiment absolument clé. Il y a un autre moment qui, moi, me paraît clé, c'est qu'il y a un moment dont je ne peux pas dire exactement quand il se passe parce que ça dépend beaucoup des personnes, mais que nous on appelle la vallée de la mort, et qui est ce moment où quand on prend un projet, au début on est hyper enthousiaste et puis ça devient difficile. Si le projet est intéressant, il y a un moment où il devient difficile. Et quand il devient difficile, on peut perdre confiance en soi. Et là, il y a deux options, c'est soit ça se passe mal, on renonce, soit on passe le col et ça se passe très bien, et voilà. Et là, comme c'est un peu décourageant de ne pas voir le bout du tunnel d'un projet un peu chaud, moi je crois qu'il faut beaucoup travailler avec le collaborateur sur justement des petites victoires, des choses où il voit que ça avance et qu'il n'est pas en train de reculer par rapport à son projet. Et donc là, il y a un travail du manager de reconnaissance, de mise en avant de ce qui va bien, de aussi pas cacher ce qui ne va pas pour qu'il puisse progresser. Ça aussi, à mon avis, ça crée de l'engagement. Parce que un des trucs qu'on n'a pas dit, c'est la responsabilité, ça crée l'engagement, mais le succès, ça crée l'engagement. Hein. Être un loser, ça ne crée pas d'engagement. Hein. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, le rôle de la structure, c'est aussi de mettre les gens dans des conditions où ils réussissent. Donc, c'est très important, quand ils traversent un projet difficile, de les mettre en situation de réussir. Et ce n'est pas très facile, en vrai. Parce que si le projet est important, pour le manager aussi... il y a un peu de pression pour tout le monde. Le manager peut vite se retrouver dans une situation où il dit mais qu'est-ce que tu fous, alors que ça risque de faire basculer dans le mauvais côté. Donc, comment est-ce qu'on fait pour dire alors ok, donc ça va super bien, on continue, et puis ça redresse un peu le manche et ça va bien passer, quoi. Et du coup, vous avez identifié, pour accompagner un peu cette espèce de sortie de la vallée de la mort, vous avez identifié un peu, vous incitez les managers, vous les avez formés un peu là-dessus sur comment est-ce que tu fais émerger la problématique auprès de ton collaborateur, comment est-ce que vous faites concrètement pour être sûr que il tombe pas dans la vallée de la mort indéfiniment. En fait, que ce soit pour l'onboarding, pour la vallée de la mort, ou plus tard pour un troisième moment qui serait le moment où on maîtrise super bien son job, mais on commence un peu à s'emmerder parce qu'on se dit mais alors du coup c'est quoi l'Himalaya? J'étais venue monter l'Himalaya et alors là, en fait, je reste sur un sentier, ça marche bien, mais je m'emmerde un peu. C'était quoi mon rêve? Là, il y a de nouveau à réengager. Et c'est pareil sur ces trois moments. Nous, on essaye d'avoir des modèles d'accompagnement des managers qui soient un peu solides, parce que c'est quand même pas facile. Et alors les deux premiers moments, il y a beaucoup de reconnaissance des petites victoires et repérage de ce qui peut progresser au bon endroit au bon moment. Et donc on a des grilles, on a des tempos aussi pour à quelle fréquence on va se voir dans ces moments-là, parce que c'est pas la même fréquence quand c'est un onboarding ou quand c'est, et puis c'est pas la même fréquence non plus quand c'est un onboarding de junior, un onboarding de senior très expérimenté. L'accompagnement est pas exactement le même, mais l'esprit est toujours le même. C'est-à-dire l'esprit, c'est dans l'onboarding, générer de la confiance, donc générer de la connaissance mutuelle. Dans la vallée de la mort, c'est générer de la confiance en soi et de la confiance dans le succès possible, et donc valider les petites victoires et repérer les zones de progression. Et dans la troisième période, qui est plus comment on redonne du sens, de l'envie, des nouveaux projets, là il y a un travail que chez nous on appelle retrouver l'Himalaya, qui est retrouver le sens de pourquoi on est venu au départ, qu'est-ce qui nous a parlé dans le sens de la boîte, qu'est-ce qui se retrouve avec nous, ce qui donne du sens à nos activités, et donc faire un travail ensemble de du coup qu'est-ce que je maîtrise, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce qui me drive, qu'est-ce qui drive la boîte, et du coup trouver un peu le juste chemin entre tout ça. Quitte à évoluer de fonction. Oui, mais comme chez nous c'est très en mode subsidiarité, de toute façon il y a aussi ce schéma où
si tu as très envie de quelque chose, on va t'accompagner pour que tu le fasses. Modulo on arrive à trouver, et encore une fois, ça c'est mon rôle, une convergence avec des intérêts pour le groupe. Parce que si soudainement quelqu'un veut faire des bijoux fantaisie, moi je vais avoir du mal à trouver la synergie. Mais si on essaye de... mais en même temps, on ne se l'est jamais interdit. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, s'il y en a un qui arrive à nous montrer qu'avec des bijoux fantaisie, on arrive à trouver une super synergie, c'est OK, quoi. Et du coup, peut-être chez General Mills, est-ce que vous, il y a des moments où, notamment d'un point de vue RH, vous êtes particulièrement vigilant, où vous vous êtes dit, ce process, il ne marche pas, il faut qu'on le revoie, c'est un moment vraiment critique? Il y a des moments clés et on va retrouver les mêmes moments. Il y a le premier moment clé, c'est l'onboarding, c'est l'arrivée du collaborateur et c'est le moment où il va adhérer à un projet d'entreprise, à une vision, à un poste, à une culture managériale. Et ce moment, il est hyper important. On capitalise chez General Mills énormément dessus. C'est un moment qui est assez long chez nous, avec beaucoup d'actions, avec beaucoup de rencontres. Et c'est aussi un moment d'accélération. Clairement, un onboarding réussi peut faire gagner beaucoup de temps à un collaborateur pour pouvoir se mouvoir dans son contexte. Ensuite, on va retrouver des moments qui sont assez similaires. Alors, j'avais pas le terme de vallée de la mort. Moi, j'avais plutôt ciblé une espèce de phase presque de désenchantement. Alors, ça arrive pas tout le temps de la même manière, mais on le voit bien dans nos enquêtes, parce qu'on fait des enquêtes très régulières. Et quand on fait des enquêtes et qu'on croise les données, notamment par rapport à des notions d'ancienneté, en fait, on a un engagement qui est ultra fort sur les 2-3 premières années, mais vraiment à un niveau super bon. Et puis, ça tombe, et puis ça tombe, et puis ça tombe. Et alors en fait, il faut attendre la 15e année pour que ça remonte, ou en tout cas, c'est ce qu'on avait pu constater. Donc, ouais, c'est ça. Donc vous en doutez bien, on a essayé d'avancer. Et là, il y a plein de challenges, et notamment d'un point de vue manager et d'un point de vue RH, il y a plein de challenges à aller travailler sur ces données, à aller travailler sur la carrière des collaborateurs, à aller travailler sur l'intérêt qu'on peut apporter, à aller travailler sur un certain nombre d'éléments. Et on a développé, ou en tout cas le groupe General Mills a développé beaucoup de process. Et si je peux me permettre, il y a un dernier temps qui est important, c'est que les entreprises se transforment maintenant continuellement, et on a des transformations d'organisation qui sont continuelles. Et il faut se rendre compte que ça génère et que ça peut générer énormément de stress, énormément de situations où, encore une fois, on peut se rétracter sur soi-même. Et là, je pense que et les managers et les équipes RH doivent avoir un engagement extrêmement fort sur des principes. Il n'y a pas de recette miracle, mais il n'y a rien de sorcier. C'est des principes de transparence, c'est des principes d'accompagnement, d'explication. On peut comprendre quelque chose sans y adhérer, mais en tout cas le comprendre, c'est quand même la première démarche, et c'est ce qu'on doit à nos collaborateurs. Et c'est aussi en faisant ça qu'on crée l'engagement de demain. Alors sur certains changements, c'est parfois compliqué d'être super engagé dans le changement maintenant quand il peut avoir un impact négatif, mais quand on l'accompagne, quand on l'explique, quand on y met beaucoup d'attention, quand on accompagne individuellement les collaborateurs, quand on accompagne les managers qui sont en charge de gérer ce changement, on crée aussi l'engagement de demain et la phase de réaccélération qu'il faudra de toute façon qu'on gère post-changement. Donc c'est aussi un moment qui peut être clé et qui est presque un moment d'investissement pour les années à venir. Du coup, vous faites ce que tu disais, c'est qu'il y a un gros effort sur la communication, sur les changements à venir, sur les impacts sur les différentes personnes, que vous y êtes diffusé de manière assez ciblée au final. Et ça passe par quoi je prends un exemple un peu concret récent. Ça passe par plein de choses, mais ça passe par encore une fois un accompagnement manager qui est hyper important, et un accompagnement sur le sens. C'est-à-dire que tout ce qui est fait, toutes les transformations qui sont faites, tout ce qui est amené a un sens. Et ce sens, il est parfois caché pour un certain nombre de collaborateurs qui vont potentiellement le subir. Et ça, c'est un facteur de désengagement qui est majeur. Donc clairement, il y a un travail pédagogique, il y a un travail d'explication en amont qui est hyper important. Et ensuite, il faut aussi avoir conscience, et c'est pas forcément possible tout le temps, mais qu'il y a une phase de digestion de l'information, et il faut aussi la gérer, cette phase de digestion. C'est-à-dire que c'est difficile de demander à un collaborateur de lui annoncer quelque chose, de lui dire ça arrive demain, et de lui dire voilà, et maintenant il faut changer. Donc il y a aussi cette phase, ce tempo, cette phase de digestion à pouvoir gérer. Et puis pareil, et ça c'est aussi notre job RH, c'est accompagner les managers, c'est aussi accompagner les collaborateurs, c'est bien les connaître, c'est connaître leurs souhaits, et c'est essayer de trouver un certain nombre de solutions avec eux pour leur situation à date, mais aussi pour leur avenir.
Et je me permets de rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais on évalue très régulièrement finalement l'engagement de nos collaborateurs. Aujourd'hui, vous le faites, ça se traduit comment? Vous le faites comment? C'est quantitatif, qualitatif, à quelle fréquence? Parce qu'on voit un peu les outils se multiplier, mais la question c'est un peu qu'est-ce que tu mesures en fait et qu'est-ce que tu en tires des fois justement comme conséquence? Alors, on a différentes mesures. La plupart de nos mesures, elles sont qualitatives, elles sont quantitatives, pardon, elles apportent une réponse qualitative. Je me dis que comme ça, j'ai cité les deux mots dans la même phrase et ça passe. Non, blague à part, en fait, on a eu toute une démarche il y a quelques années de travail avec Great Place to Work qui permet une fois dans l'année non seulement d'auditer les pratiques managériales et RH au niveau de l'entreprise, mais aussi de faire appel aux collaborateurs pour qu'eux-mêmes expriment leur engagement et leur sentiment de fierté et d'appartenance à la compagnie. Ça permet de suivre ça dans le temps et ça a d'autres intérêts, notamment des intérêts de communication qui sont extrêmement forts et des intérêts de pouvoir se comparer à d'autres entités. On a fait ça, on a arrêté parce que le groupe General Mills s'est structuré sur des enquêtes d'engagement et à l'heure actuelle on a 3 enquêtes d'engagement chaque année. On en a une qui est hyper costaud et les collaborateurs y passent pas mal de temps et elle est articulée sur différentes thématiques. Et puis on a 2 autres enquêtes qui sont ce qu'on appelle des pulses, c'est des prises de pouls. Ça peut être sur une thématique, sur un sujet, sur un comportement, sur une valeur. C'est défini en amont et ça prend le pouls. L'intérêt dans ce type d'enquête, en fait, c'est qu'on a des résultats à un moment donné. C'est la première des choses qui permettent de mettre en œuvre des plans d'action et d'aller cibler ce sur quoi on veut bosser. Donc, c'est le deuxième des éléments. Mais c'est surtout l'intérêt, il est dans la répétition. C'est-à-dire que quand on fait des enquêtes comme ça et qu'on les fait pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on a la capacité à suivre nos plans d'action et à voir ce qui a de l'effet et aussi à voir ce qui n'en a pas. Et du coup, à pouvoir faire un certain nombre de réglages et à se comparer dans le temps. Donc, avoir une situation s'améliorer ou alors encéphalogramme plat. Tout ce qu'on a testé ne marche pas et auquel cas, on s'en rend compte. Donc, il y a cette animation aussi dans le temps qui est intéressante. Mais le dernier point, c'est, et je vais revenir à ta question, c'est qu'est-ce que vous faites, vous, RH ? Chez General Mills, nous, notre job en tant qu'RH, c'est d'accompagner ça, mais les enquêtes, c'est pas un truc RH, parce que si c'est un truc RH, concrètement, ça va être planqué, mis de côté et laissé, parce que les managers, ils ont du business et il faut faire tourner le business. Non, c'est ce qu'on veut vraiment, c'est que ça soit des enquêtes qui soient dans les mains des managers, que les plans d'action, ils soient dans les mains des managers, et que nous, on arrive à les accompagner là-dessus. Mais la notion d'engagement, encore une fois, c'est pas une notion RH, c'est une notion qui couvre l'intégralité de l'entreprise, et du coup, on passe beaucoup par le canal de distribution RH pour animer tout ça. Et le canal de distribution managériale pour animer tout ça. Et côté Ignition, est-ce que vous prenez le pulse du coup? Oui, on prend le pulse. C'est un sujet, c'est un sujet qui revient souvent parce qu'on n'est jamais très content de la manière dont on pose la question pour avoir les bonnes réponses. Parce que est-ce que c'est anonyme, est-ce que ça l'est pas? Alors on a plein de choses. On a un indicateur mensuel qui relève. Alors, on est passé par plein de phases. En ce moment, on mesure l'envie de se rendre au travail. Parce qu'on se dit, si on mesure une espèce de satisfaction ou une fierté, en fait, toutes les périodes difficiles de gros défis, elles vont apparaître comme des périodes noires, alors que, moi, quand on me donne un gros défi, je sors les rames, mais je suis quelque part... ça me motive, quoi. Donc, j'ai pas envie de mesurer ce truc-là. J'ai plutôt envie de mesurer l'envie, justement, d'y aller, de se battre, etc. J'ai pas envie de mesurer un confort, quoi. Et puis après, on a beaucoup de travail one-to-one avec les managers sur. Ça, c'est institué dans tous les points managériaux qui, chez nous, sont assez fréquents. Ils sont souvent hebdomadaires. Ok, en ce moment, comment tu te sens? Du coup, on essaye de se connecter à ce truc-là. Et puis, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais sur... on parlait de sens un peu tout à l'heure. Moi, il y a quand même un truc, c'est... Je tiens beaucoup à cette idée que y a 2 vérités qu'on oublie un peu trop souvent dans les entreprises. C'est le fait que d'abord, on est des êtres humains et qu'on n'est pas des machines. Donc, on n'a pas très envie de se retrouver un bout d'un programme qu'on ne connaît pas. Donc quand tu disais d'expliquer le sens de ce qu'on fait et expliquer pourquoi l'entreprise a choisi ce truc-là, c'est important. C'est normal parce qu'en fait on a envie d'être considéré comme une personne et pas comme un objet et pas comme un maillon de la chaîne et pas comme un Playmobil. Et puis la deuxième chose que je trouve qu'on oublie un peu facilement, qu'on oublie ou même qui est difficile à concevoir, c'est que en fait
l'entreprise, c'est un groupe humain. Enfin, en psychanalyse et dans d'autres écoles de pensée sur comment fonctionne l'être humain, on considère que c'est un quasi-être humain. Et donc, il y a une relation à l'entreprise. Et dans cette relation, il y a du respect à avoir, et notamment le respect de je te demande de faire un truc, juste je t'explique pourquoi. Enfin, il n'y a pas une personne à qui je demanderai un truc sans lui dire un peu pourquoi. Une entreprise, parfois, se permet de demander des trucs sans dire pourquoi. Moi, je trouve que c'est effectivement considérer les gens comme des programmes informatiques. Ça ne marche pas, quoi. Donc, il y a une relation à avoir et il y a une humanité à considérer. Et ça, je pense que par rapport à votre projet aussi chez YOLO et ce que nous, on porte et ce dont tu sembles parler, c'est essayer de reconsidérer que, non, en fait, il y a des êtres humains avec une diversité, et cette diversité est tellement intéressante et il y a tellement d'énergie derrière qu'elle est très intéressante à considérer et à valoriser, plutôt que de dire, en fait, c'est un problème quand même. Si on pouvait avoir que des machines, ce serait quand même plus cool. Non, en fait, c'est pas un problème, c'est une richesse. Donc, on va le chercher et on travaille avec. Après, c'est un peu compliqué. Ça demande notamment une grosse communication tout le temps, de tout ce qu'on fait, pourquoi, et d'avoir des remises en question et de les écouter, et de se remettre en question soi-même et tout ça. Oui, c'est fatigant, mais c'est chouette, c'est ça qui est riche, quoi. C'est plus fatigant. Merci beaucoup. Je vais peut-être pas garder le monopole du micro. Du coup, je voulais laisser un petit peu la parole à la salle si vous aviez des questions. Levez la main, je vais vous passer le micro. On parle d'engagement, Ouais. donc il y a des facteurs d'engagement. Comment est-ce que vous considérez la rémunération dans les facteurs d'engagement ? Je me lance. En fait, je ne sais pas si la rémunération est un facteur d'engagement. Je suis persuadé que la rémunération est un facteur de désengagement. Alors vous allez me dire que je joue sur les mots, c'est pas faux, mais j'y crois vraiment. Je suis pas sûr qu'à long terme, on soit motivé parce qu'on a une super REM. Ça va tenir la première journée quand on va faire votre propal et vous allez faire « oh !» Et puis le soir quand vous allez en parler en famille, et puis le mois d'après quand vous allez en parler à vos potes, parce qu'il y a quand même moyen de se faire mousser un peu avec son niveau de rémunération. Mais fondamentalement et au bout du bout et à long terme, est-ce que c'est l'argent qui va vous tenir engagé dans une démarche, dans le fait d'aller chercher un extra miles, dans le fait d'aller chercher un niveau de responsabilité supplémentaire, d'amener quelque chose de plus à votre entreprise? Je ne crois pas. Je pense que c'est le sens que vous allez trouver, je pense que c'est les missions que vous allez trouver, je pense que c'est un intérêt différent, je pense que c'est la capacité à adhérer à quelque chose, c'est un sentiment d'appartenance, je pense que c'est l'envie d'aller faire quelque chose de différent, c'est le côté un peu tripier, c'est je sais pas pourquoi mais j'y vais parce que j'ai envie d'y aller, et sincèrement je pense pas que ça soit le portefeuille. Par contre, c'est un vrai facteur de désengagement, c'est-à-dire que si on n'est pas assez payé, ou si on s'estime pas assez payé, plus précisément par rapport au marché, par rapport à ses collègues, par rapport... Clairement, c'est un poids et c'est un boulet que vous allez traîner sur tout. Et ça va être très compliqué de pouvoir vous engager, de pouvoir aller chercher un extra miles, de pouvoir aller chercher tout ce que je viens de dire auparavant, si vous avez cette petite idée qui vous tourne dans la tête et dans le cerveau. Donc, pour répondre à votre question, je ne mettrai pas ça dans les facteurs d'engagement, mais vraiment de désengagement. Alors d'abord, je partage à 100%. Et par contre, je n'ai pas la grille de salaire sur moi. En fait, j'aurais pu répondre la même chose. Cela dit, je l'aurais peut-être nuancé en ce moment. Et c'est aussi pour ça que je voulais une question précise, parce qu'en ce moment, mais pas que en ce moment, en fait, depuis le début de d'Ignition Programme, la question du salaire nous taraude parce que effectivement, on voudrait faire au mieux. On a des moyens qui sont les nôtres, c'est-à-dire, enfin, de toute façon, les moyens sont limités. Chez Jeramis, il n'y a pas non plus, j'imagine, de quoi payer 2 fois le marché. Voilà. Or, parfois, c'est ce qu'on aimerait faire, mais c'est juste pas possible, quoi. Ça ne fonctionne pas. Donc, on est limité par une réalité, et puis on a des envies de faire très bien. Et le problème, c'est qu'en face, de toute façon, il y aura de la frustration. Enfin, il y aura jamais. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit, moi, le package global, c'est-à-dire, soit c'est des gens qui me disent, ouais, le salaire, c'est canon, mais en fait, derrière, il y a plein de sujets qui vont pas. Soit le package global est ok, mais du coup, souvent, on se dit,
Un peu plus, ça m'irait bien. D'ailleurs, il y a une enquête, enfin, à la question avec quel salaire seriez-vous vraiment confortable, la réponse est systématiquement apparemment x2. Donc, quel que soit son niveau de salaire. Donc, ça dit un peu le fait que de toute façon, il doit y avoir une frustration. Et moi, rien qu'à la question, et du coup, le salaire par rapport à l'engagement, comment ça fait, j'ai commencé à avoir des contractions. Je me suis dit, oh mon Dieu, c'est quoi la question? parce que c'est une question difficile. On aimerait pouvoir répondre. On aimerait. Franchement, moi, s'il y avait un chiffre qui donnait un engagement pérenne sur X années, etc., je trouverais un moyen de faire en sorte que ce soit possible. Mais en fait, il n'y a pas. Donc, à partir de ce moment-là, c'est sur quoi on joue et quels sont les autres leviers aussi qu'on peut activer pour que ça fonctionne. Je pense aussi que on vient chercher, c'est ce que je disais tout à l'heure, on vient chercher plein d'autres choses, on vient chercher de l'apprentissage, on vient chercher de l'appartenance, on vient chercher du sens, on vient chercher de l'impact, on vient chercher de la réussite, on vient chercher un statut social, le sentiment d'exister dans la société parce qu'on y est utile. Enfin, il y a tout un tas de trucs qu'on vient chercher autres que le salaire, et donc tout ça joue sur l'engagement, à mon sens. Et on est en univers contraint, donc malheureusement, de toute façon. Bonsoir, ouais, ça marche. Je m'appelle Claire, je suis consultante en management. Enfin, je fais de mon mieux. Moi, je crois que pour être engagé, il faut avoir une certaine connaissance de soi pour être bien aligné. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle des entreprises de permettre d'accompagner en tout cas le développement personnel des collaborateurs? Moi, je suis à fond pour. Hein. Mais dans quelle limite ensuite par rapport à la porosité pro-perso? Exactement. Mais la question, c'est la limite. Et je crois que le rôle de l'entreprise, c'est de se situer dans un cadre de projet commun. C'est-à-dire qu'on a un projet qui est celui du groupe, enfin du groupe au global, taille de Generali, soit la taille d'Ignition Programme. Et sur ce groupe-là, après, il y a des sous-groupes sur lesquels on a un projet commun. Moi, j'invite beaucoup les managers à travailler sur attends, tu te sens comment? Est-ce que ça va, etc. Mais il y a une limite qui est, en fait, si ton sujet du moment n'a pas d'impact sur ta vie pro, peut-être c'est pas la peine que je m'immisce là-dedans quand même, quoi. Et si t'as pas envie d'en parler, même si ça impacte, tu peux juste nous dire comment on peut t'aider. Enfin, s'il y a besoin d'aide, ou profiter du fait que, je sais pas, le récent mariage crée une énergie de dingue sur le projet commun. Mais effectivement, le pro-perso, de toute façon, il existe. Moi, je crois que la porosité, elle existe de toute façon. Il y a un respect de l'intimité qui doit être, qui est très sur mesure. C'est-à-dire que chaque personne n'a pas du tout le même rapport à l'intimité, au jardin secret. Donc, comment est-ce qu'on arrive à garder la bonne place par rapport à ça? Et c'est pas facile pour les managers, franchement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit qu'on acceptait que, comme c'est un être humain, il y a une porosité pro-perso, et que donc, si je veux t'emmener au next step, peut-être qu'il faut que j'aille creuser un peu quels sont tes freins personnels qui datent peut-être d'une époque qui n'est pas ici. Et donc, d'abord, est-ce que le manager est armé pour le faire? Ce qui n'est pas toujours le cas. Nous, ils sont très formés aux méthodes de coaching pour faire ça. Mais même dans les méthodes de coaching, il y a des limites à fixer qui sont, si ça ne concerne pas le projet commun, en fait, peut-être qu'il faut respecter et dire, si vraiment on voit qu'il y a un impact de quelque chose de très perso sur du pro, ramener ça à, peut-être que là, c'est quelque chose à travailler en famille, avec un pro, whatever, mais voilà. Moi, je crois à cette porosité, et je crois, et dans les modèles, en tout cas d'entreprises qui pratiquent la subsidiarité comme on essaye de la pratiquer, souvent, et en tout cas c'est un des préceptes de Laloux, qui est un des grands théoriciens du modèle, c'est que s'il n'y a pas d'authenticité, s'il n'y a pas de travail sur soi, de connaissance de soi, pour une certaine authenticité, pour un partage parce que cette authenticité, elle va permettre aux managers de partager sur ce qu'ils ont justement de très personnel, donc c'est quoi mes drivers, du coup c'est quoi mon projet, du coup dans quel sens j'ai envie de ramer, dans quel sens j'ai envie de t'entraîner. Tout ça est hyper important s'il y a une grande liberté, parce que sinon comment on fait pour coordonner ce groupe? Ça ne marche pas. Donc cette authenticité, elle est absolument nécessaire. Du coup, il faut un travail sur cette authenticité. Et donc dans ces entreprises-là, souvent, on forme les managers à devenir des coachs. Donc voilà, pour répondre à la question, moi je suis assez convaincue.
pour répondre, alors c'est presque plus compliqué pour moi de répondre à cette question, dans le sens où les choses sont parfois très, très normées dans un certain nombre d'entreprises. Je pense que c'est de la responsabilité de l'entreprise de proposer à ses collaborateurs, quels qu'ils soient, de pouvoir avancer et travailler sur un aspect de développement personnel. Et c'est la première notion qui est intéressante, et c'est la capacité d'une entreprise à mettre à disposition à ses collaborateurs énormément d'informations, énormément d'éléments qui vont pouvoir leur permettre de cheminer personnellement, intellectuellement, sur pourquoi ils sont là, sur un certain nombre d'éléments, encore une fois, relatifs à la sphère globale du collaborateur, qu'elle soit privée ou professionnelle. Ça, c'est mon premier point, mon premier élément de réponse. Je pense que c'est vraiment important d'avoir cette proposition. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve chez General Mills, notamment dans des moments de développement de carrière où, pour développer sa carrière, il faut partir de ses drivers, de ce qu'on a envie, et il faut partir de la connaissance qu'on peut avoir de soi. Et c'est d'autant plus vrai aussi pour les managers et les leaders qui montent dans l'organisation et qui vont avoir à prendre un certain nombre de décisions et à leader un certain nombre de personnes. Beaucoup de choses commencent là encore par la connaissance de soi. Donc c'est mon premier point de réponse, c'est oui, évidemment. Ensuite, mon deuxième point de réponse, je vais venir mitiger ça, c'est que tout ça est sur la base du volontariat. Et il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas ressentir le besoin ou l'envie de le faire dans le cadre de son entreprise. Et c'est compliqué, et ça peut être compliqué de se lancer dans cette démarche. Et donc il faut là aussi, encore, que ce soit sur la base, à mon avis, du volontariat. Une dernière question peut-être ? Oui, Jérôme, tu parlais tout à l'heure du hackathon. C'est quoi les next steps sur le sujet ? Comment vous envisagez de poursuivre ? Est-ce que vous allez en refaire tous les ans ? Est-ce que vous allez le rendre plus progressif ? Et j'en profite pour partager une petite expérience. Chez nous, on a lancé un truc qui s'appelle le Collectif. C'est une communauté d'une 40aine de collabs qui en fait a droit à 2 jours par mois sur lequel ils font l'équivalent des hackathons chez vous. Il y a des thèmes, l'impact environnemental de la boîte, comment décloisonner au sein de la boîte, etc. Et les collabs, ils ont ces 2 jours par mois où ils peuvent expérimenter des choses, lancer des initiatives, sans que ce soit filtré à aucun moment par la direction générale, à partir du moment où ça ne demande pas des budgets délirants. Donc quand on a essayé de pérenniser ça pour en faire de l'amélioration continue, est-ce que c'est des choses que vous envisagez ? Alors déjà, merci pour le témoignage, et je pense qu'on en parlera après. Mais les hackathons, en fait, on les a fait il y a 3 ans. Et concrètement, ça a été un moment, encore une fois, vraiment extraordinaire. Et ça a été un espèce de vent de fraîcheur, de vent de tout est possible. Et de waouh, c'est possible, je vais pouvoir le faire. Et waouh, certains le font. Parce que tout le monde n'a pas participé au hackathon. Mais tout le monde a vu, ou en tout cas, on a fait en sorte que tout le monde voit que ces hackathons existaient et qu'ils ont porté un certain nombre de fruits. Ensuite, ils ont essaimé au travers des initiatives. Et ça, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas y revenir. Et je pense qu'ils ont essaimé aussi dans une manière de faire. Et c'est intéressant parce que on a refait ou on a essayé de refaire ou de s'inspirer des hackathons pour un certain nombre d'éléments internes. On a essayé de craquer il n'y a pas très longtemps, et on est encore en cours, un sujet autour de la fierté de nos marques, la fierté d'appartenance à l'entreprise. Et j'avoue que je m'y suis avec beaucoup d'humilité collé. Et j'ai essayé de faire ça au travers de cette expérience et de ce que j'avais pu en apprendre, d'entraîner un certain nombre de collaborateurs et d'essayer de le jouer comme ça, en définition d'initiative, la capacité à mettre en œuvre ces initiatives. Et ça marche encore. Enfin, on a des initiatives qui sont en train de se lancer. Donc tout ça a une suite, tout ça a une continuité, et c'est très lié à la capacité, je crois que c'est le mot qu'on a le plus cité aujourd'hui, mais de responsabilisation des personnes et d'avoir l'envie d'y aller et d'avoir l'envie de tester un truc et potentiellement de se planter. Mais donc je ne sais pas si c'est très structuré et potentiellement aussi structuré que ça peut exister dans ton entreprise, mais en tout cas il y a cette volonté, ce champ des possibles qui permet d'ouvrir plein de portes. Bonsoir Élise, je suis chasseuse de tête. Je voulais savoir comment vous gériez en interne en fait, la gestion de carrière de vos employés, notamment sur l'effet qui s'appelle le syndrome de Peter, où en soi, effectivement, tout employé a tendance à s'élever à un niveau d'incompétence, parce qu'à chaque fois il est promu. Au fur et à mesure du temps qu'il passe dans la société, il devient manager, alors qu'à la base, il est peut-être expert sur un domaine dédié. Et comment justement vous accompagnez les experts futurs managers dans cette transition, qui est une transition clairement d'une nouvelle expertise, parce que être manager en soi, c'est tout un métier aussi.
Alors, pour la deuxième partie de réponse qui est emmener un expert vers le management, nous, ça a été un sujet qui a été tellement fort pour nos clients et pour nous qu'on en a créé une formation. Parce que, et qui a un très très gros succès qui s'appelle Spine Up, parce qu'on est... En fait, dans les entreprises en très forte croissance, qu'est-ce qui se passe? On recrute des très jeunes pour faire le job au début, puis parce qu'on n'a pas les sous pour payer des gens qui sont super expérimentés, puis de toute façon des super expérimentés qui ont géré des gros budgets ou des grosses équipes, ou je ne sais, quand on leur propose de repartir de zéro en salarié, bon, pas toujours envie. Et donc ces gens-là qu'on prend au départ sans expérience vont peut-être se retrouver à cause d'une hypercroissance manifeste et puis de grosses levées de fonds, vont peut-être se retrouver au bout de 6 mois, 1 an, à devoir recruter et manager des équipes qui très rapidement vont se mettre à faire 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes. Donc c'est monstrueux comme progression en 2-3 ans, quoi. Et face à ce besoin-là, nous, on avait notre particularité, c'est de travailler dans ces environnements-là, et de placer des gens qui ont le potentiel pour le faire. Donc ça, il n'y avait pas trop de sujets sur le fait que ça finit par bien se passer, mais la question, c'est comment on gère cette transition. Et donc, on a mis en place une formation dans laquelle on a essayé d'accompagner par des principes de justement comprendre quelles sont les attentes du manager, donner quelques outils quand même du management, parce que c'est amusant, comme dans les entreprises, on considère qu'en fait devenir manager, c'est juste être expert qui transmet, mais c'est pas ça devenir manager en fait. Devenir manager, c'est aussi savoir, c'est d'abord savoir coordonner plusieurs efforts, plusieurs envies, plusieurs énergies. C'est les comprendre, c'est les emmener dans une direction, c'est donner du rythme. Enfin, c'est tout ça, et donc c'est pas que transmettre. S'il s'agissait de transmettre une expertise, encore une fois, on serait probablement des programmes informatiques, mais c'est pas le cas. Donc, il y a aussi ça. Mais donc on donne des outils pour essayer de mieux transmettre, mais aussi de mieux coordonner, de mieux donner le rythme et de surtout mieux comprendre les aspirations des différentes personnalités auxquelles on a affaire, les modèles de communication, comment est-ce que les gens se parlent et se comprennent. On n'a pas tous la même manière de parler, d'exprimer le même message. Donc essayer de faire comprendre ça, parce que gérer un collectif, c'est ça aussi. Donc on essaye de donner toutes ces clés de la connaissance de soi. Justement, par rapport aux autres questions qui m'ont été posées, la connaissance de soi, la compréhension de l'autre, la gestion d'un collectif. Et c'est ces 3 volets qu'on va essayer de travailler. Après, sur la question de comment on gère la gestion de carrière, plus compliqué. Moi, je suis partisane, et c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler dans les environnements en très forte croissance. Je suis partisane justement d'aller chercher le maximum de croissance jusqu'au moment où on se tape un peu le plafond. Ben, c'est pas grave, on revient en arrière, on repart sur autre chose, on recrée. Et la vie n'est pas une espèce de ligne droite dans laquelle on serait obligé de toujours être au même rythme. Peut-être parfois c'est exponentiel, parfois on recule un peu, parfois on repart. Et ce qui compte, à mon avis, dans ce chemin-là, c'est d'abord d'apprendre aux collaborateurs que c'est OK d'avoir des accélérations et des ralentissements, d'accepter ça individuellement et collectivement, et d'accepter aussi que du coup, il y a peut-être des chemins transverses, des moments où on va se réinventer sur autre chose, retrouver de la confiance en soi et de l'engagement sur d'autres sujets parce qu'on vient de se cogner le plafond. Mais en fait, c'est pas grave de se cogner le plafond, c'est juste parce qu'on a été très très vite et que peut-être trop vite à un moment donné. Et puis c'est très bien, ça veut dire qu'on a atteint un palier, on va repartir, on va refaire autre chose. Alors que les gens conçoivent la carrière comme quelque chose de très linéaire, qui doit toujours progresser. Ça a été démontré d'ailleurs que les carrières des hommes sont perçues comme très linéaires, les carrières des femmes sont perçues comme plus à rebond, et que du coup il peut y avoir un rebond plus fort en fin de carrière chez une femme parce qu'elle est habituée à faire des trucs comme ça, alors que c'est plus dur chez un homme qui comprend pas qu'il se prenne le plafond, quoi. Moi j'avais vu une étude canadienne sur ce truc-là, je sais pas dans quelle mesure c'était super fiable, mais l'étude avait l'air bien. En tout cas, moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est important d'accompagner ce chemin de vie qui c'est pas
C'est pas une droite ligne. Et donc, apprenez à vous réinventer. Parce que justement, vous avez cette unicité, chacun a cette unicité d'être un être humain, donc incomparable à quelqu'un d'autre, donc pas dans un schéma de gestion de carrière qui dirait, de toute façon, entre tes 23 ans et tes 64, tu vas faire exactement ça. Enfin, c'est pas possible. Et donc, on parle aujourd'hui de génération zapper ou quoi, mais en fait, c'est juste cette capacité à construire une carrière qui nous ressemble et qui soit très en phase avec qui on est, notre rythme, qui est lié à soi, mais qui est lié aussi à notre environnement perso, pro, etc. Je vais rebondir sur l'aspect gestion de carrière. Alors oui, on part tous du principe, et c'est clairement un des points qui est soulevé, qu'une carrière c'est linéaire, c'est généralement en ligne droite, et puis on aimerait bien que la ligne elle tende le plus possible vers le haut. Et oui, à un moment, on cogne la tête au plafond. Un des éléments qui est intéressant, c'est les chemins transverses, et c'est un des éléments qu'on essaye de développer chez General Mills en partant du principe que justement une carrière, elle n'est pas forcément linéaire, et qu'il y a plein de choses à gagner à aller voir ce qui s'y passe ailleurs. En fait, on a tendance à dire que pour développer sa carrière, en tout cas, encore une fois chez General Mills, et c'est sans doute intrinsèquement aussi une des forces des plus grands groupes, c'est qu'il y a différentes possibilités. Il y a se développer dans son job ou dans son cœur de métier. Je bosse en marketing, je commence au bas de l'échelle et puis je monte petit à petit. Mais c'est pas la seule possibilité. Il y a d'autres possibilités. Il y a le fait de, et on est dans une optique d'essayer de casser un peu tous les silos des organisations, mais d'aller voir ce qui s'y passe ailleurs. C'est-à-dire que chez General Mills, on adore quelqu'un qui va commencer sa carrière au marketing, qui va aller faire un petit tour en sales, puis qui va revenir au marketing, et puis qui, pourquoi pas, aura peut-être un intérêt à aller ailleurs. Et c'est pas si linéaire que ça, en fait. Et ça va être plein de boucles qui peuvent être très différentes, et ces mêmes boucles, alors qu'on les voit sur le chemin transverse, peuvent être de véritables accélérateurs dans une carrière. Et le troisième élément d'accélération, ou en tout cas domaine, c'est qu'on a la chance d'être un groupe international, et on a la chance de pouvoir proposer des expériences très différentes dans des pays très différents. Et on a des collaborateurs, et j'en ai un en tête, qui a commencé sa carrière en France, qui est passé en Allemagne, qui a failli être envoyé dans différents pays, qui au final a été envoyé en Australie, et qui là est au retour en France. Il a eu une super carrière, et j'espère pour lui qu'il continuera à avoir une super carrière. Mais toujours est-il qu'il y a aussi un chemin de carrière qui peut passer par autre chose que par une simple progression linéaire de je prends le poste de mon patron, et puis je prends le poste de mon patron, et puis je prends le poste de mon patron. Il y a plein de détours différents, il y a des pays différents, il y a des métiers différents qui peuvent être hyper intéressants et qui peuvent faire une carrière du coup extrêmement riche et extrêmement intense. Et en fait, ce que ça m'inspire aussi de t'entendre, c'est ce que ça veut dire, c'est que c'est pas linéaire en prenant le poste de son patron, mais c'est pas linéaire non plus en termes de salaire. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien qu'on arrive à changer de culture un peu sur ces sujets-là. C'est-à-dire que si on a besoin de s'enrichir à un moment dans sa vie par plus d'apprentissage ou parce que on va aller chercher une expérience qui est enrichissante d'un autre point de vue, on a besoin d'aller changer d'univers, on a besoin d'aller changer de secteur. Et tu le dis, c'est vachement valorisé à un moment. Et quand tu regardes l'histoire après coup, tu vois, 10 ans plus tard, tu te dis, putain, le gars, il a eu trop raison, il est parti en Allemagne, après il est parti à Tokyo, puis après, je sais pas quoi. Mais peut-être que sur le moment, lui, il a peut-être pris le poste en Allemagne parce qu'il suivait sa femme et que du coup, il a réduit son salaire, mais en fait, il a attrapé quelque chose d'autre dans cette expérience. Peut-être qu'à un moment donné, il a fait un choix de partir sur tel produit et en fait, ça n'a pas du tout été valorisé dans son entourage ou par son job ou par ses RH ou par son manager. Mais en fait, pour lui, ça correspondait à quelque chose d'important. Et si pour lui, à un moment donné, ça le nourrit, il y a un moment où ça se verra. Et quand on regardera l'histoire longtemps après, on se dira, il a eu trop raison, en fait, il a fait les bons moves, il s'est nourri de ce qu'il fallait. Mais en fait, c'est parce que ça leur ressemble. Et quand ça leur ressemble pas, là, ça foire. Mais si ça leur ressemble et que ça les nourrit avec d'autres choses que le salaire ou le statut ou les attributs habituels, alors souvent, ça marche. Mais on le sait que plus tard. C'est ça qui est chiant. Bon, un grand merci. On va peut-être finir sur cette question. Merci à tous les deux pour ce témoignage.